Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se rejoint aujourd'hui pour faire une vidéo sur un sujet, un concept complexe, c'est la liberté. Donc souvent, il y a de grands débats autour de la liberté, de grands débats notamment philosophiques où s'affrontent les tenants du déterminisme qui pensent qu'il n'y a aucune liberté d'agir pour un être humain et ceux qui pensent que l'être humain a toute latitude de faire ce qu'il veut dans le monde. Ce sont ceux qui sont les partisans du libre arbitre qui défendent cette position-là. Alors moi je ne vais pas forcément prendre parti, quoique je vais forcément prendre un peu parti de par les angles que je vais adopter dans cette vidéo et de par les auteurs que je vais te présenter. Mais j'ai parlé plusieurs fois en fait de liberté sur la chaîne dans des vidéos éparses et en fait ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est tout simplement de rassembler toutes ces vidéos où on va se poser des questions. On va se poser des questions en fait sur la liberté étatique, c'est-à-dire la liberté au sein d'un contrat social. On va se poser la question aussi de la liberté politique, de la liberté de penser, de la liberté de conscience somme toute. Et puis ensuite, on va se poser des questions peut-être un peu plus complexes, c'est-à-dire qu'en est-il de la liberté individuelle et du libre arbitre. Mais avant tout ça, en fait, on va d'abord commencer par se poser la question peut-être principale, c'est-à-dire que quand on parle de liberté, il faut d'abord définir ce que n'est pas la liberté. Et pour cela, il faut prendre le contraire de la liberté, c'est-à-dire l'aliénation, c'est-à-dire le ravissement du consentement par la ruse, par le conditionnement, par l'idéologie, etc. Et donc, c'est par là qu'on va commencer dans cette vidéo. On est parti. Alors déjà, dans un premier temps, je voudrais t'expliquer ce qu'est l'aliénation. L'aliénation, au départ, ça vient d'un mot latin qui est alienum. Et en fait, l'aliénation, au départ, c'était le transfert d'une propriété. Voilà. Et donc, l'aliénation, en fait, a été reprise par Marx dans le sens un peu plus moderne, parce que Marx considérait qu'en fait, il y avait aliénation, donc transfert de propriété, pour le prolétaire quand il allait travailler, puisqu'il était dépossédé de l'objet de son travail. Donc, son travail était aliéné, puisqu'il n'était pas propriétaire de l'objet de son travail. Et Marx considérait le travail salarié, le prolétariat, comme une aliénation, puisque le prolétaire n'avait pas d'autre moyen de subsistance que d'aller travailler. Donc là, pour le coup, il y a une vraie et réelle aliénation, puisque pour sa subsistance propre, eh bien, nous sommes obligés de travailler, nous sommes obligés d'accepter les règles qui nous dépossèdent de notre travail, puisque nous n'avons pas d'autre moyen de subsistance. C'est comme ça qu'a commencé à être perçu le mot aliénation, et ensuite l'aliénation a été reprise par, c'est un concept qui a été repris par la philosophie et par les sciences sociales, et le concept d'aliénation, c'est tout simplement le fait d'obéir à des ordres qui ne sont pas ou plus énoncés. C'est-à-dire que vous allez être mentalement aliéné à telle ou telle chose parce qu'on aura modifié dans votre tête la conception que vous avez des choses et on aura modifié dans votre tête la représentation que vous vous faites de la réalité ou d'un objet ou de tel ou tel comportement. On vous aura manipulé en fait. C'est tout simplement que vous allez obéir à un ordre qui n'est pas l'ordre que vous auriez choisi si on n'avait pas manipulé les représentations que vous avez du monde et les représentations que vous vous faites du monde et de la vie, la manipulation également de vos croyances. Alors je voudrais vous citer rapidement Spinoza pour commencer à parler de cette aliénation un peu plus en profondeur. Que nous dit Spinoza ? Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul, que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Donc ce que nous dit Spinoza ici, c'est tout simplement que les hommes se croient libres parce qu'ils veulent quelque chose, et quand ils veulent quelque chose, ils sentent bien que c'est leur volonté qui les pousse à telle ou telle chose, c'est leur désir. Le désir, en fait, va aller créer une force, une énergie dans la volonté qui va faire en sorte que vous souhaitiez ou que vous vouliez telle ou telle chose. Cette volonté, l'homme pense qu'elle est libre. Sauf que si l'homme s'interroge, nous dit Spinoza, il va vite s'apercevoir que il y a des choses extérieures, contingentes à notre être, dans notre entourage, dans notre environnement, qui fait en sorte que les désirs que l'on a, eh bien, sont créés, sont provoqués, sont les conséquences de causes dont nous ignorons tout. Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement. Et l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion d'une cause extérieure.
Ce qui est vrai de la pierre, il faut l'entendre de toute chose singulière, quelle que soit la complexité qu'il vous plaise de lui attribuer, si nombreuses que puissent être ses aptitudes, parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une cause extérieure à exister et à agir d'une certaine manière déterminée. Concevez maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort, autant qu'elle peut, pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. Un enfant croit librement à péter le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger, et, s'il est poltron, vouloir fuir. Un ivrogne croit dire par un libre décret de son âme ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. De même un délirant, un bavard, et bien d'autres de même farine, croient agir par un libre décret de l'âme et non se laisser contraindre. Ce préjugé étant naturel, congénital parmi tous les hommes, il ne s'en libère pas aisément. Bien qu'en effet l'expérience enseigne plus que suffisamment que, s'il est une chose dont les hommes soient peu capables, c'est de régler leurs appétits et, bien qu'ils constatent que, partagés entre deux affections contraires, souvent ils voient le meilleur et font le pire. Ils croient cependant qu'ils sont libres, et cela parce qu'il y a certaines choses, n'excitant en eux qu'un appétit léger, aisément maîtrisées par le souvenir fréquemment rappelé de quelques autres choses. Analysons maintenant le passage que je viens de lire. En réalité, il s'agit ici d'une critique de la notion ordinaire de libre arbitre et de liberté. Spinoza nous dit « C'est parce que les hommes ignorent ce qui les détermine qu'ils s'imaginent capables de commencer des actions ou des pensées à partir de rien. » En effet, à cette époque, au XVIIe siècle, Descartes et Galilée ont reconnu que tous les événements de la nature sont causés de manière nécessaire par des relations causales que la science et les mathématiques peuvent comprendre. Il y a une exception pour ces savants, c'est l'homme lui-même, que l'on suppose doué d'un libre arbitre. En cela, l'homme échapperait donc au déterminisme universel. Le propos de Spinoza, dans cet extrait, est d'élargir jusqu'à l'homme le déterminisme universel. Pour le philosophe, tous les hommes sont déterminés dans leurs actions contrairement à ce que croient les religieux, car en effet les religieux croient au libre arbitre, qui choisit de manière libre et sans aucune influence intérieure ou extérieure, car cela permet de punir et de qualifier les actions des hommes de péché ou de vertu. Pour Spinoza, l'homme est donc un individu déterminé par un ensemble de causes intérieures et extérieures, et c'est cela que Spinoza exprime par son exemple de la pierre dans la lettre à Schuller. Mais alors, si l'homme est entièrement soumis au déterminisme universel, il n'est pas libre, me direz-vous. Eh bien, ce n'est pas si simple, car l'homme n'est pas une pierre et il est traversé par des affects, il est doté d'une capacité à comprendre ce qu'il vit et à prendre conscience de sa vie, contrairement aux pierres. Si l'homme pense les choses, contrairement aux pierres, il est donc capable de se libérer des illusions de la liberté dont parle Spinoza dans la lettre à Schuller. Pour Spinoza, la connaissance est l'outil principal de la liberté, contrairement à ceux qui pensent que le libre arbitre est autonome et inné dans chaque individu. Pour Spinoza, il n'y a pas de libre arbitre en tant que tel, car comme le dit le philosophe, l'homme n'est pas un empire dans un empire, c'est-à-dire que l'homme et ses pensées sont eux aussi, comme le reste du monde physique, soumis au déterminisme universel de la vie. Ainsi, à la lumière de ce qu'on vient de dire, le libre arbitre, dans la pensée de Spinoza, n'existe pas. Si le libre arbitre est inexistant dans la pensée de Spinoza, est-ce pour autant que la liberté est absente de la pensée du philosophe? Eh bien, la liberté ne semble-t-il pas pour autant absente de la pensée du philosophe, car nous pouvons accumuler des connaissances, nous dit Spinoza, dans la partie 5 de son éthique, afin de nous libérer de nos illusions de liberté et afin de nous diriger vers une liberté plus certaine par la gestion de nos contingences intérieures que sont les passions et les affects, comme le philosophe l'explique également dans la partie 5 de l'éthique. De plus, pour Spinoza, la connaissance des causes qui nous déterminent permet une émancipation partielle de nos déterminismes. Ainsi, pour Spinoza, la liberté n'est jamais absolue. Elle est plus ou moins présente en fonction de nos connaissances accumulées. C'est pour cela que pour Spinoza, la liberté n'est pas innée.
Elle est le résultat d'un long chemin d'émancipation par l'effort conscient d'accumulation de connaissances tout au long de sa vie. Ainsi Spinoza ne dénie pas toute liberté à l'homme, mais il repense la liberté, qui n'est pas pour lui le fait d'échapper au déterminisme, mais le fait d'être déterminé de l'intérieur par sa nature propre et non pas de l'extérieur par des causes contraintes. Les désirs de la raison doivent être plus forts que les désirs passionnels imposés par l'extérieur et dont nous ne sommes pas véritablement les auteurs. En réalité, Spinoza repense la liberté, c'est-à-dire qu'il nie le libre arbitre, qui pour lui est une illusion, afin de mettre en lumière la liberté qui, bien que partielle, est existante et effective dans sa pensée. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de son œuvre majeure, l'éthique, que de comprendre que le libre arbitre est une illusion, de comprendre comment manager nos déterminismes internes et externes, afin de devenir de plus en plus libres par la connaissance de ce qui nous détermine, afin de nous en affranchir sur le temps long. Car la connaissance demande non seulement du temps, mais un effort conscient très important. En conclusion, pour Spinoza, l'homme n'est pas libre au sens de libre arbitre, mais il est capable de se libérer des illusions du libre arbitre, de prendre connaissance des causes qui le déterminent et de les manager, et il est aussi capable de manager ces déterminismes internes que sont les passions. Pour finir, l'homme est capable de choisir le désir intellectuel plutôt que le désir passionnel. Récupérer donc de la liberté, mais on en parlera un peu plus en fin de vidéo, pour Spinoza, récupérer de la liberté, c'est tout simplement comprendre ce qui nous détermine, comprendre ce qui fabrique notre choix, notre consentement, et ça va nous permettre de faire de réels choix conscients, puisque nous serons conscients de ce qui peut nous emmener dans telle ou telle direction quand nous avons tel ou tel choix à faire devant nous. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une société où chacun nous dit « c'est mon choix ». C'est-à-dire qu'on est en train de sacraliser la liberté de la manière la plus infantile et imbécile qui soit. Puisqu'aujourd'hui, on nous explique que quand quelqu'un vous dit « c'est mon choix », alors il n'y a plus à discuter. Le débat est clos, si c'est son choix, il nous le dit, point. Mais ça ne suffit pas. Quand quelqu'un vous dit qu'il fait quelque chose par choix, il faut questionner et interroger ce choix. Combien de personnes sont dans des sectes par choix, nous disent-elles, de leur propre chef? Clairement, ce sont des personnes qui ont été aliénées par un gourou, qui ont été aliénées par des chefs religieux, qui ont été aliénées par tout un tas de croyances où on a entré dans leur tête par des méthodes cognitives ou par des méthodes de psychologie bien connues, on leur a rentré des croyances dans la tête, on a modifié leur état de conscience et on a induit chez eux des éléments, des croyances qui vont les faire agir de la manière qui nous arrange. Je vous donne un exemple très large qui va s'appliquer à presque toutes les religions. Quand on vous dit que si vous faites telle ou telle chose, vous irez en enfer, et que si vous faites telle ou telle chose, vous irez au paradis, si vous grandissez avec ce système de pensée, ce système de croyance, eh bien il y a des chances que vous ayez envie de faire tout ce qui va vous mener au paradis plutôt que tout ce qui va vous mener en enfer. Et si vous faites des choses qui pourraient vous mener en enfer, vous allez éprouver beaucoup de culpabilité. Une culpabilité qui va enchaîner votre désir de faire des choses qui sont encore passibles de l'enfer. Et vous allez du coup essayer de vous rapprocher des comportements qui vont vous amener au paradis. Si vous placez votre confiance dans les mains d'un tiers, un imam, un prêtre, un rabbin, qui que ce soit d'autre, eh bien vous n'êtes plus libre. Vous pouvez parfois, par exemple, quand un mécanicien regarde ma voiture, et qu'il me dit, ben voilà, il y a telle pièce à changer, je lui fais confiance, parce que c'est sa spécialité. Mais qui peut être spécialiste de ce que moi, je dois faire de ma vie? Qui peut être spécialiste de mon éthique, de ma morale, et de ce que je dois faire tout au long de ma vie en rapport avec cette éthique et cette morale? À part moi-même, personne, sinon je suis aliéné. Je suis aliéné par un tiers, je suis conscient de cette aliénation ou pas, mais je suis aliéné, clairement. Donc c'est intéressant d'interroger ce choix et cette tendance qu'on a aujourd'hui à avoir cette préhension que je trouve infantile et assez simpliste de la liberté, en se disant que si quelqu'un dit c'est mon choix, alors c'est ok, c'est entendu, ça veut dire que c'est réellement son choix et on ne discute pas. Pour moi, c'est le début du débat, il faut interroger le choix
et voir si le choix est un choix éclairé par la rationalité et consenti à la lumière de la rationalité par celui qui se réclame de ce choix, ou est-ce que le choix est tout simplement l'adhésion à un ordre établi ou à un ordre, un système de croyances préétabli dans l'esprit d'une personne, de par son éducation, de par son enfance, de par le système dans lequel elle est née, de par la culture dans laquelle elle est née, de par éventuellement les personnes qu'elle aurait croisées et qui lui auraient fait un bourrage de crâne, de par la publicité également. D'une certaine manière, les publicités sont aussi un bourrage de crâne et une aliénation. Les publicités sont une manière de vous déposséder de vos propres désirs et de créer chez vous des désirs qui ne sont pas les vôtres. C'est une aliénation. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est là-dessus que fonctionne l'aliénation au niveau de la consommation. C'est là-dessus que fonctionne notre système de consommation. C'est en aliénant vos désirs, en vous faisant croire, en modifiant la préhension que vous avez de tel ou tel objet. Si j'ai le dernier iPhone, je serai en place. Si j'ai la dernière BMW, j'aurai la classe. Si j'ai le dernier t-shirt Hugo Boss ou le dernier costard Hugo Boss, je vais vraiment avoir la classe, etc., etc. On modifie dans votre tête la symbolique des objets que vous achetez pour que ces objets soient pour vous un objet de désir. Mais ces objets-là sont-ils si importants que ça ? Eh bien, on voit qu'à chaque fois qu'on cède à la pulsion d'achat, puisqu'on parle de pulsion d'achat, eh bien, on voit bien qu'on n'en a jamais suffisamment. Il faut toujours qu'on achète pour être de plus en plus heureux, il faut qu'on achète et c'est sans fin, il faut toujours recommencer. Eh bien, tout simplement parce qu'en achetant, en fait, on répond à un désir qui a été créé en nous, c'est-à-dire que c'est un désir qui ne nous appartient pas, mais dans la mesure où on répond à ce désir, eh bien, il y a un phénomène de satisfaction. On est content sur le moment, sur l'instant, au moment de l'achat. Mais une fois l'achat effectué, on se rend bien compte qu'on n'est toujours pas heureux et qu'on n'est toujours pas bien. Et donc, on va être à nouveau sensible à d'autres désirs qu'on aura créés en nous et on va à nouveau acheter quelque chose d'autre, à nouveau faire des frais, partir pour un voyage dont on nous a fait envie, dont on nous a vanté les bienfaits, etc., etc. Et on va consommer, consommer, consommer et se rendre compte qu'on n'est jamais réellement heureux. Tout simplement parce que ces désirs ne nous appartiennent pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas fait le travail de déconstruction et d'analyse de ces désirs pour être bien sûr que ce sont les nôtres. Puisque si on répondait à nos propres désirs, eh bien, dans ce cas-là, nous serions beaucoup plus heureux et beaucoup moins addicts à la consommation. D'ailleurs, les publicitaires n'ont d'intérêt qu'à avoir des êtres humains frustrés pour leur vendre quelque chose. Quelqu'un qui n'a besoin de rien, qui se sent bien avec lui-même, avec ce qu'il a, vous ne pouvez rien lui vendre. Ce n'est pas un consommateur intéressant. Donc ça, c'est une manière d'aliéner aussi les individus. C'est ce que j'appelle une aliénation de confort. C'est un petit peu ce dont parle Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont aliénés tout d'abord par un conditionnement, mais un conditionnement qui dans le livre est complètement assumé. On vous conditionne, vous allez être conditionné selon la classe sociale dans laquelle on va vous mettre, puisque dans le livre, les enfants ne naissent plus du ventre des mamans, mais c'est des bébés éprouvettes qui naissent dans des usines à bébés. Et ensuite, les enfants vont être conditionnés de telle ou telle manière selon la classe dans laquelle, la classe sociale, j'entends, dans laquelle ils vont être envoyés. Et là, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans notre monde actuel, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que, eh bien, on va essayer de vous façonner de telle ou telle manière. Et beaucoup de personnes ne s'interrogeront jamais de toute leur vie si ce qu'ils entendent pour vrai, ce qu'ils croient vrai, ce qu'ils pensent bon, cette manière qu'ils ont de vivre, eh bien, il y a des gens qui n'interrogeront jamais tout ça. Ils n'interrogeront jamais si ce sont leurs aspirations profondes à elles, si ce sont réellement les choses auxquelles elles aspirent elles, ou si c'est simplement des choses qui ont été induites de par leur éducation, de par la société dans laquelle ils sont nés, de par la micro-société dans laquelle ils sont nés, ou de par la représentation qu'on a installée dans leur tête de telle ou telle manière de vivre, ou de telle ou telle
façon de faire. Quand on a cru à quelque chose pendant très longtemps, il est de plus en plus dur, plus le temps passe en fait, et plus il est dur de revenir en arrière, puisque plus le temps passe et plus il va falloir, si vous faites un retour en arrière et que vous vous interrogez si telle ou telle manière de vivre est bien celle que vous souhaitez, si tel ou tel désir auquel vous répondez ou vous avez répondu est bien le vôtre, ou si telle ou telle croyance que vous avez adoptée est bien bonne pour vous et est bien réelle et est bien en phase avec ce que vous croyez, eh bien le fait de vous questionner après un long moment de croyance, eh bien ça va être très très compliqué, puisque ça va vous forcer à vous dire « je me suis trompé pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans ». Donc il y a un coût cognitif, c'est-à-dire que plus longtemps vous êtes aliéné, et plus c'est difficile de revenir en arrière et de revenir sur ces aliénations et de les déconstruire. Voilà pourquoi il est mieux de construire dès l'enfance des citoyens émancipés, des citoyens capables d'esprit critique, capables d'interroger ce qu'il y a devant leurs yeux, capables d'interroger ce qu'ils sont, capables d'interroger ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, la manière dont ils vivent, puisque plus vous allez garder une aliénation longtemps, et plus ce sera difficile en fait de la remettre en question. Cela s'appelle le coût cognitif. C'est quelque chose qui est très connu également dans les religions, hein. L'aliénation religieuse, c'est quelque chose qui est très connu. La religion en fait comble tellement de choses au niveau existentiel pour l'être humain. La religion, c'est quelque chose qui vraiment, c'est une idéologie qui a répondu à beaucoup de problèmes humains. Et c'est pour ça que qu'elle fonctionne aussi bien encore aujourd'hui. Rendez-vous compte, la religion vous donne une identité. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes juif. Tout d'un coup, vous faites partie d'une communauté. Ça vous donne une famille, même si c'est fictif, même si c'est de l'ordre de la croyance. Ça vous donne potentiellement une fraternité, une famille. Ça vous donne également une raison de vivre. Ça peut donner un sens à votre vie. Ce qu'il y a de bien dans les religions pour les personnes qui n'aiment pas réfléchir et qui n'aiment pas former eux-mêmes leur propre éthique, eux-mêmes réfléchir au sens qu'ils souhaitent donner à la vie, ou au sens qu'aurait la vie, ceux qui n'aiment pas réfléchir à tout ça, eh bien, vont adopter une religion parce que, Spinoza nous dit, tous sont capables d'obéir, mais peu sont capables d'aller vers Dieu par leur seul entendement. Peu sont capables de la connaissance de Dieu par leur seul entendement. Peu sont capables de se former une éthique par leur propre entendement. Il est bien plus simple d'adopter un code moral d'une religion. D'ailleurs, on le voit bien, souvent, les religions, on a l'impression que c'est des modes d'emploi. Vous avez simplement à ouvrir le bon mode d'emploi ou à demander au bon professeur de religion, et lui, il va vous expliquer comment vous devez vivre, comment vous devez gérer telle ou telle situation, tel ou tel deuil, telle ou telle frustration, telle ou telle passion. Mais on revient encore et toujours à ce que disait Spinoza, tous sont capables d'obéir, mais peu sont capables de former une éthique par leur propre entendement. La question suivante qu'on va se poser, c'est que pensaient les anciens de la liberté, et y a-t-il des différences avec notre préhension de la liberté? Alors quand je parle des anciens, je parle par exemple des Grecs. C'est la plus ancienne démocratie qu'on connaisse, et même si elle était imparfaite, c'était déjà les prémices d'une démocratie. Comment appréhendaient les Grecs le concept de liberté, et comment l'appréhendons-nous aujourd'hui? Est-ce que cela a changé? Et si cela a changé, pourquoi? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser à ce moment-là de la vidéo. Aujourd'hui, les modernes sont plus attachés à leurs libertés individuelles que ne l'étaient les anciens. C'est pas parce que les anciens, contrairement à ce qu'on pourrait croire assez rapidement, c'est pas parce que les anciens auraient été moins attachés aux libertés, parce qu'ils l'étaient aussi, mais leur préhension et leur notion de liberté étaient très différentes de la notion et de la préhension des libertés pour les modernes. Alors pourquoi il y avait ces différences ? Alors déjà, Benjamin Constant nous rappelle que dans les temps anciens, eh bien, les États, pour subsister ou pour obtenir ce qu'ils souhaitaient, devaient faire la guerre. Donc c'était le cas, il fallait faire la guerre pour obtenir d'un autre État ce qu'on souhaitait, pour obtenir des richesses, ou bien tout simplement pour subsister, pour résister à des invasions, ou bien parce qu'il fallait envahir d'autres peuples avant qu'ils ne le fassent eux-mêmes. Donc la guerre constante était la règle, et les États qui ne se soumettaient pas à cette règle, eh bien, disparaissaient tout simplement. Mais avec l'évolution des mœurs, avec la philosophie, je vais un peu vite, hein, mais vous irez lire le livre, vous verrez, tout ça est expliqué d'une manière beaucoup plus précise. Mais pour aller vite, Benjamin Constant nous dit que, eh bien, via l'évolution des mœurs, eh bien, on a remplacé les guerres par le commerce. Puisque pour Benjamin Constant, le commerce, c'est comme la guerre, c'est ce qui permet d'obtenir également
ce que l'on souhaite d'un autre État, sauf que c'est moins soumis à des aléas dans le sens où on n'est plus certain d'obtenir ce qu'on souhaite par le commerce, puisque des contrats sont signés, et parce qu'on essaye, contrairement à la guerre, de lier le bien d'autrui à son bien à soi-même, et qu'on va faire des contrats, et puis qu'on va faire des échanges qui sont censés être bons pour soi-même et pour celui avec qui on échange. Et donc du coup, eh bien, la guerre et le commerce, nous dit Benjamin Constant, c'est deux manières d'obtenir ce qu'on souhaite des autres, sauf que le commerce est plus fiable et le commerce est moins coûteux en termes de mœurs et en termes d'argent également. Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie. C'est là ce qu'ils nommaient liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées, et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. Et donc du coup, les modernes sont plus accaparés au niveau de leur temps par le commerce et donc par leurs propres affaires que les anciens ne l'étaient. Parce que les anciens vivaient dans des nations qui avaient une armée, et si l'armée, elle, partait à la guerre, eh bien tous ceux qui restaient dans la cité étaient des gens, alors ou des esclaves comme à Athènes, comme nous le rappelle Benjamin Constant, mais c'était également des personnes qui s'occupaient de politique. Et si la politique, à l'époque des anciens, si les libertés politiques s'occupaient des mœurs, s'occupaient de la foi, s'occupaient de la religion, il aurait été par exemple inacceptable pour les anciens d'avoir une religion différente dans un État. Eh bien, si pour eux, en fait, ils laissaient les libertés politiques contrôler tous les aspects de leur vie, ils le laissaient faire selon Benjamin Constant, déjà d'une, parce que, eh bien, ils avaient le temps de s'occuper des libertés politiques, ce qui leur permettait de diriger les libertés politiques, et donc, du coup, de les faire coïncider avec ce qu'ils souhaitaient. Et puis également, tout simplement, parce que, eh bien, ils avaient le temps, comme je l'ai dit juste avant. Alors que les modernes, eux, sont beaucoup plus accaparés par les libertés individuelles, parce que c'est ces libertés individuelles qui leur permettent de faire du commerce. Et également, nous dit Benjamin Constant, parce que les États ayant grandi, les États étant beaucoup plus grands, eh bien le pouvoir de chaque citoyen s'est dilué, et donc chaque citoyen aujourd'hui chez les modernes n'a que peu ou pas du tout de pouvoir sur les libertés politiques et sur le pouvoir politique. Et donc du coup, eh bien, il va préférer défendre ce sur quoi il a un pouvoir direct. Ce sont ses libertés individuelles, c'est-à-dire sa jouissance. Nous ne pouvons plus jouir de la liberté des anciens, qui se composait de la participation active et constante au collectif. Notre liberté à nous doit se composer de la jouissance paisible de l'indépendance privée. Chez les modernes, plus l'exercice de nos droits politiques nous laissera de temps pour nos intérêts privés, plus la liberté nous sera précieuse. De là vient, messieurs, la nécessité du système représentatif. Le système représentatif n'est autre chose qu'une organisation à l'aide de laquelle une nation se décharge sur quelques individus de ce qu'elle ne veut pas ou de ce qu'elle ne peut pas faire elle-même. Le système représentatif est une procuration donnée à un certain nombre d'individus par la masse du peuple, qui veut que ses intérêts soient toujours défendus et qui néanmoins n'a pas le temps de les défendre toujours lui-même. Les peuples qui, dans le but de jouir de la liberté qui leur convient, recourent au système représentatif, doivent exercer une surveillance active et constante sur leurs représentants et se réserver, à des époques qui ne soient pas séparées par de trop longs intervalles, le droit de les écarter s'ils ont trompé leurs vœux et de révoquer les pouvoirs dont ils auraient abusé. Et puis avec le commerce, on a cessé aussi de faire la guerre et de voir le monde comme un monde où on doit sans arrêt souffrir pour survivre. On va avoir des modernes qui vont être plutôt dans l'hédonisme et dans la jouissance. Et donc du coup, les modernes appellent cet hédonisme leur liberté. Et ils ne voudraient pas que l'on réduise ces libertés-là. Et très souvent, on a tendance à se dire aujourd'hui, oui, les gens sont très individualistes, la société est atomisée, c'est pour cela, les gens ne pensent qu'à eux, etc. Ça n'est pas faux, c'est un peu vrai. D'ailleurs, c'est le but du commerce, c'est que chacun soit un peu égoïste et ne pense qu'à son intérêt propre. Mais c'est également aussi dû, comme je l'ai dit, à cette fameuse préhension différente qu'avaient les anciens et les modernes de la liberté. C'est pas forcément parce que les gens ne pensent pas aux autres. C'est tout simplement parce que, n'ayant plus les moyens de piloter d'une manière importante la politique, si ce n'est par leurs représentants, mais on voit bien que, eh bien, ça se limite à un vote et après les représentants, notamment sous la Ve République en France, ils font ce qu'ils veulent,
ou presque. Et donc du coup, eh bien, c'est insuffisant. Et comme on va avoir moins de pouvoir sur ce fameux pouvoir politique, eh bien, on va lui céder de moins en moins de pans de notre vie, puisque comme on le contrôle pas, eh bien, on ne veut pas qu'il contrôle nos vies. Il ne nous paraît pas légitime. Alors là, c'est une interprétation de ma part. C'est pas ce que dit Benjamin Constant, mais c'est moi qui interprète le livre de cette manière-là. Et je t'enjoins à lire ce livre parce qu'il me paraît très important. C'est une réflexion très importante en fait dans la société moderne. Où on essaye au nom du terrorisme, au nom du sanitaire, au nom de tout un tas de choses, de réduire nos libertés individuelles. Et on voit que le peuple le gère très très mal et le tolère très très mal. Pour conclure, Benjamin Constant tire de sa réflexion, de celle qui mène dans ce livre, des principes politiques qui sont ceux-ci. L'indépendance individuelle est le premier des besoins des modernes. Il ne faut jamais sacrifier la liberté individuelle pour obtenir la liberté politique. Les institutions des républiques anciennes, gênant la liberté individuelle, ne sont pas admissibles dans les sociétés modernes. Les individus ont des droits que la société doit respecter. Il ne faut pas vouloir revenir en arrière. Puisque nous sommes dans les temps modernes, je veux la liberté convenable aux temps modernes. La liberté politique en est la garantie. La liberté politique est par conséquent indispensable. Le système politique doit être celui de la représentation. Chaque homme vote pour que ses intérêts soient défendus. Il ne parle pas d'intérêt général. Puisque la liberté antique n'est pas la même que la liberté moderne, il s'ensuit qu'elles sont respectivement menacées de dangers différents. Le danger de la liberté antique repose sur une aliénation de l'individu, que l'État écrase l'individu. Mais le danger qui guette la liberté moderne est, comme le suggère Tocqueville, que l'individu soit trop absorbé par la poursuite de ses intérêts individuels et renonce à ses droits de partage du pouvoir politique, mettant ainsi en danger sa liberté individuelle, puisque c'est le pouvoir politique qui en assure la sauvegarde et la protection. Il conclut son discours en expliquant la nécessité d'apprendre à combiner ces deux types de liberté que sont la liberté politique et la liberté individuelle. Et maintenant, du coup, on va creuser un petit peu plus loin et on va en fait se demander ce qu'est véritablement la liberté à laquelle je crois. Et je vais emprunter les ressorts de la pensée de Spinoza parce que je pense que Spinoza est, selon moi, le philosophe, le penseur, qui a une idée qui me paraît être la plus juste quant à ma préhension de la liberté. Je te montre ça tout de suite. Alors déjà, avant d'avancer, il faut déjà qu'on définisse ce que veut dire déterminisme, puisque Spinoza est effectivement un déterministe. Le déterminisme, c'est un courant philosophique en fait qui pense que tout est affaire de cause et de conséquences. Et en l'occurrence, Spinoza pense que l'homme fait partie de ce déterminisme. Donc le déterminisme, on pourrait l'illustrer par cette espèce de jeu de dominos, vous savez, où vous mettez des dominos à la verticale les uns à côté des autres, et vous faites tomber le premier domino, et le domino qui est avant va faire tomber le domino suivant, ce qui va donner lieu à une chaîne de causes et de conséquences, puisque chaque domino va être la cause de la chute du domino suivant. Et les déterministes, comme Spinoza, postulent que l'homme fait partie en fait de cette chaîne de causes et de conséquences comme dans le jeu de domino. Donc de ce point de vue-là, du point de vue déterministe, effectivement, Spinoza explique que nous ne sommes pas libres et que nous sommes contraints par tout un tas de choses qui sont contingentes à notre vie et sur tout un tas de choses qui nous entourent. Et donc nous sommes dans un déterminisme, effectivement, où nous sommes mus et agis par tout un tas de choses, que ce soit, alors comme je viens de le dire, des choses qui sont extérieures, mais par aussi tout un tas de choses qui sont intérieures, comme notre état physiologique, notre état psychologique, nos affects, nos passions. Tout cela agit notre être et tout cela, en fait, détermine l'action ou les actions que nous allons poser. Et Spinoza postule effectivement que, eh bien, notre illusion, l'illusion de l'homme, en fait, est de se penser libre et de penser sa volonté libre, tout simplement parce qu'il décide quelque chose et il le fait. Sauf que l'homme ignore pourquoi il a décidé ce qu'il a décidé. On peut prendre l'exemple, par exemple, de cet âne qui se trouve devant du pain et de l'eau. Et il sait pas choisir, en fait, s'il veut manger du pain ou de l'eau. En fait, on lui donne le choix, ou le pain ou l'eau. Et s'il vient de boire juste avant, eh bien sa volonté va le porter plus vers le pain. S'il a mangé juste avant, il va plus aller vers l'eau. Si jamais il n'a ni bu ni mangé avant, il va aller plus directement vers l'eau, puisque
instinctivement, on sait que biologiquement, en fait, on va manquer d'eau avant de manquer de nourriture. Vous voyez, donc, c'est l'ignorance, en fait, de ce genre de déterminisme que dénonce Spinoza. Ne pas connaître, en fait, ce genre de déterminisme, c'est s'illusionner d'une liberté que nous n'avons pas. Et donc, nous arrivons au cœur du questionnement qui nous occupe dans cette vidéo. Spinoza admet-il un espace de liberté pour l'être humain? Admet-il la liberté de la volonté pour l'être humain? Ou Spinoza pense-t-il que l'être humain est complètement coincé dans cette chaîne de déterminisme, dans cette chaîne de causes et d'effets? Eh bien, en fait, Spinoza a une position qui est médiane. C'est-à-dire que pour Spinoza, nous sommes effectivement coincés dans une chaîne de déterminisme, nous sommes coincés dans une chaîne de causes et de conséquences, et nous sommes obligés d'agir selon les causes, et nos actions, nos actes ou nos états intérieurs seront les conséquences. Seulement, Spinoza pense aussi, et d'ailleurs il a écrit dans l'éthique, et d'ailleurs on peut même dire que s'il a écrit l'éthique, eh bien c'est qu'il croit en la possibilité pour l'être humain d'avoir des espaces de liberté, sinon il aurait écrit un autre livre, il ne se serait pas appelé l'éthique, où il nous explique comment maîtriser, gérer nos affects et nos passions. Il aurait parlé peut-être, je sais pas, d'une éthique coincée dans un déterminisme. Vous voyez, enfin en tout cas, il n'y a pas d'éthique possible en fait si on était réellement coincé dans le déterminisme. En fait, Spinoza postule que nous pouvons agir sur ce qui nous détermine en ayant une connaissance réelle, exacte et vraie de ce qui nous détermine. En l'occurrence, dans l'éthique, Spinoza parle de Dieu, mais Dieu, je le rappelle, pour Spinoza, c'est la nature, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Si on arrive à avoir une connaissance intellectuelle, à avoir une connaissance rationnelle de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui nous détermine, eh bien on va pouvoir agir sur ces déterminants afin de pouvoir modifier les conséquences de ces déterminismes. On peut aussi également, pour Spinoza, et c'est le principal sujet dans l'éthique, gérer ses affects et ses passions. C'est-à-dire qu'on peut choisir par la connaissance et par l'entendement comment nous allons voir telle ou telle chose, comment nous allons appréhender telle ou telle cause ou telle conséquence, ce qui va produire des émotions positives ou négatives ou neutres à l'intérieur de nous, et cela, on le fait par l'intellect, et on le fait de manière complètement libre. Mais pour cela, il va falloir également connaître ces déterminismes intérieurs, puisque nous avons des déterminismes intérieurs. Je parlais tout à l'heure de l'âne, c'est son état physiologique. Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a ni l'un ni l'autre? C'est son état physiologique, c'est-à-dire un déterminisme intérieur qui va le pousser à agir plutôt dans un sens que dans l'autre. Eh bien, pour Spinoza, connaître tous ces déterminismes extérieurs et intérieurs va nous permettre de pouvoir agir au mieux et par l'intellect de produire tel ou tel comportement. D'autres moyens de s'aliéner, il y a également l'aliénation par la prophétie autoréalisatrice. Alors la prophétie autoréalisatrice, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement le fait de croire en quelque chose et d'y croire tellement que en fait on va faire en sorte de manière inconsciente que cette chose advienne dans notre vie. Alors c'est un exemple, par exemple on peut dire que si on se dit qu'on est mauvais, par exemple je sais pas en maths, on est mauvais en maths, bah par exemple on va se dire bah voilà je vais pas apprendre en maths si on est un élève au collège ou au lycée, on se dit ouais je vais pas apprendre en maths, ça sert à rien, je suis nul, de toute façon j'y arriverai pas. Et du coup à force de se répéter qu'on est mauvais et à force du coup de pas apprendre, bah forcément on devient mauvais. Et en fait, on devient mauvais. Du coup, ça renforce le fait qu'on croit encore plus qu'on est mauvais, puisqu'on en a des preuves dans la réalité du fait qu'on est mauvais en maths. Et du coup, ça va renforcer nos croyances. Les croyances vont renforcer les comportements qui vont nous saboter, tout simplement. C'est une manière de s'auto-aliéner soi-même. Et c'est une aliénation qui peut être induite, comme le dirait par exemple Gustave Le Bon dans Psychologie des foules. Il nous explique que les foules en fait sont très réactives aux émotions et aux suggestions. Et si on suggère par exemple, on reprend l'exemple de l'élève, pas des foules cette fois, mais de l'élève. Si un élève, on lui fait croire qu'il est nul, si on lui répète tout le temps « t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul », eh bien il va finir par le devenir nul. Et c'est ça une prophétie autoréalisatrice, c'est en fait le simple fait de se conformer à un ordre en fait auquel on croit, mais qui n'est pas forcément vrai au départ. Mais on y croit tellement que inconsciemment on va se mettre
et on va agir de façon à ce que cette croyance en fait advienne dans la réalité et devienne finalement vraie. C'est ça une prophétie autoréalisatrice. Et du coup, c'est aussi une manière de s'aliéner soi-même. Et c'est une manière pour un tiers qui vous répéterait, par exemple, comme l'explique Gustave Le Bon dans la psychologie des foules, l'aliénation, parfois, c'est tout simplement la répétition de quelque chose qu'on va essayer de faire passer pour vrai. La première fois, on va trouver ça ridicule, mais à force de répétition, vous allez finir par penser que cette répétition est une vérité. Il suffit que vous viviez, par exemple, dans un contexte social où on vous répète toujours la même chose, on vous répète que tel ou tel comportement est négatif ou que tel ou tel comportement est positif. Si vous n'interrogiez pas cela de manière rationnelle, vous allez finir par le croire, en fait. Vous allez finir par croire les gens. Vous allez dire, voilà, ils me le disent tous, ils me disent tous que tel comportement est négatif, alors ils doivent avoir raison. Et à chaque fois, on se rend compte que l'aliénation, c'est tout simplement une impossibilité d'auto-analyse, une impossibilité de choisir soi-même pour soi-même, et c'est le fait souvent de remettre sa responsabilité dans les mains d'un tiers, que ce tiers soit un système, que ce tiers soit une habitude, que ce tiers soit une personne d'autorité, une personne qui à nos yeux est légitime, que ce soit un religieux, un chef d'État, que ce soit un père de famille avec un charisme assez fort, que ce soit un chef d'entreprise, etc. Donc l'aliénation, c'est tout simplement la dépossession de soi par une contingence extérieure. Cette contingence, on a vu ce qu'elle peut être, mais ça peut être aussi des contingences qui vont suggérer des choses à vos émotions. Quelqu'un va peut-être essayer de provoquer votre colère pour vous faire agir dans tel ou tel sens. On sait par exemple aussi que la peur est un facteur aliénant très puissant chez les êtres humains. Un être humain qui a peur est un être humain extrêmement facilement manipulable. Et vous auriez tort d'ailleurs de vous croire immunisé contre ça. Ça, c'est notre manière de fonctionner à tous. On fonctionne tous comme ça. Donc c'est très important en fait de se rappeler ça quand on a peur, et c'est très important d'avoir le plus possible la maîtrise de ses passions, la maîtrise de sa peur, puisque ça permet de récupérer encore une fois de la liberté et de ne pas être complètement aliéné à ses passions, comme le dirait Spinoza. Donc Gustave Le Bon, oui j'en parlais juste avant, dans Psychologie des foules, nous parle aussi de la manière d'aliéner les foules, de la manière de flatter ses bas instincts pour lui indiquer telle ou telle direction. Les foules vont avoir tendance en fait à tout simplement devenir un. C'est-à-dire qu'il y a une âme des foules. C'est-à-dire que plusieurs individus pris séparément ne prendraient pas les mêmes décisions qu'une foule entière. Une foule va être très réceptive aux stimuli, aux suggestions émotives. On a tous vu dans des foules des gens qui se mettent à crier ou des gens qui font des choses à l'intérieur de la foule qu'ils ne feraient pas s'ils étaient tout seuls. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour Gustave Le Bon, la foule n'est pas un simple agrégat de plusieurs individualités, c'est vraiment des âmes qui fusionnent et qui n'ont pas forcément besoin, en plus d'être physiquement les unes à côté des autres, pour fusionner. C'est-à-dire que pour Gustave Le Bon, il y a vraiment une âme des foules. C'est-à-dire que, eh bien, un individu fusionne au sein d'une foule et cette foule, en fait, n'a pas besoin d'être rassemblée, même si elle l'est souvent et parfois, mais cette foule n'a pas besoin d'être rassemblée pour former une foule. Il suffit juste que des individus fusionnent leurs avis, fusionnent leurs âmes et fusionnent leurs actions et la direction de leurs pensées pour que, eh bien, cet agrégat d'individus forme une foule avec des caractéristiques qui sont similaires à tous les individus et qui sont différents des caractéristiques que possède par ailleurs chaque individu en lui-même pris isolément. Il nous dit précisément que dans certaines conditions, eh bien, la personnalité consciente des individus disparaît au profit de la personnalité de la foule et qui va mener tous ces individus dans une même direction sur un point précis. Donc pour commencer au début de l'ouvrage, il va parler effectivement de ce qu'il appelle l'âme des foules des races, parce que selon lui, eh bien, le fait d'avoir une hérédité commune, alors une hérédité des idées, pas forcément une hérédité biologique, mais en tout cas le fait de naître au sein d'un peuple et d'avoir une hérédité idéologique commune, eh bien, nous donne en fait une capacité à penser comme les autres et à être comme les autres et à fusionner avec la foule dans laquelle on est et on vient au monde. Mais par contre, du coup, ça réduit l'esprit critique. Et d'ailleurs, pour Gustave Le Bon, un philosophe, au sein d'une foule, eh bien, n'aurait pas plus d'intelligence qu'un illettré. D'ailleurs, le niveau intellectuel d'une personne n'est pas du tout quelque chose qui intervient dans le fait que des individualités fusionnent au sein d'une foule. Que ce soit quelqu'un
de philosophe ou le dernier des illettrés, ils auront le même QI, le même âge mental et ils iront dans la même direction s'ils fusionnent au sein d'une foule. Gustave Le Bon nous dit que rien n'est plus éloigné de la rationalité qu'une foule, et que les foules sont très soumises aux suggestions, à l'autosuggestion également, et que les foules sont très soumises aux émotions. Et comme toutes les émotions, eh bien, les foules sont versatiles. Les foules vont avoir une émotion, et très rapidement, ils vont avoir une émotion contraire. Tout dépend des stimulus qu'il y a autour de la foule, des stimulus qu'il y a dans la foule, et tout dépend de quel maître ou de quel leader gère, suggestionne ou bien contrôle cette foule. Gustave Le Bon nous dit également que les foules sont capables d'être galvanisées par des sentiments, au point même que les foules sont capables d'agir à l'encontre même de leur propre intérêt. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au sein d'une foule, qui serait galvanisé par le sentiment de la foule, serait capable de nier et d'oublier en fait son propre intérêt personnel et particulier, parce qu'il est au sein d'une foule et il va se laisser entraîner par la galvanisation de la foule et des sentiments qu'elle déploie et des émotions qu'elle déploie. D'ailleurs, pour illustrer cette suggestibilité, cette émotivité des foules, eh bien, Gustave Le Bon nous donne un passage extrêmement intéressant que je vais te lire. Il nous dit, comme chez tous les êtres suggestionnés, l'idée qui a envahi le cerveau tend à se transformer en acte. Qu'il s'agisse d'un palais à incendier ou d'un acte de dévouement à accomplir, la foule s'y prête avec la même facilité. Pour autant, une idée simple, vague, absolue et présentée sous la forme d'une image impressionnante, peut réussir à contaminer une foule, car son esprit primitif est incapable de traiter une théorie élaborée, ni même une nuance ou une relativité, qui serait une entrave à son désir immédiat. Son raisonnement consiste en fait en l'association d'idées et d'images sans lien logique. Elle est dotée d'une imagination puissante et fortement impressionnable qui tente à conférer une dimension mystérieuse et légendaire aux événements collectifs. La seule manière de faire en sorte qu'une foule soit disciplinée et qu'elle soit dans une volonté qui dure dans le temps, c'est qu'elle ait un leader fort. C'est qu'elle ait un leader, alors il nous cite quelques leaders, donc évidemment des leaders politiques, il nous cite également des leaders religieux tels que Mahomet, tels que Jésus, tels que Abraham, enfin bref, tous ces hommes qui ont eu une volonté et un pouvoir de suggestion extrêmement fort sur les foules, qui ont réussi à garder les foules pendant très très longtemps dans une même direction, ou en tout cas au moins en apparence. Mais en tout cas, de leur vivant, ils ont réussi à galvaniser les foules et à les rassembler derrière des suggestions et des idées d'une manière assez constante. Et pour cela, nous dit Gustave Le Bon, les leaders ont besoin eux-mêmes d'être convaincus par ce qu'ils disent et par ce qu'ils essayent de faire croire ou de faire comprendre à la foule. Et ils ont besoin eux-mêmes d'être galvanisés, et souvent ce sont des gens avec un fort caractère, ce sont des gens qui sont très entêtés, et ce sont des gens qui sont capables en fait de faire passer leurs émotions, puisque la foule n'est capable de percevoir que des suggestions par les émotions et par le sentiment. Et il n'y a absolument rien de rationnel là-dedans. Et d'ailleurs, quelqu'un qui serait rationnel aurait beaucoup de mal à rassembler les foules, nous dit Gustave Le Bon, et aurait beaucoup de mal à rassembler derrière lui par la simple rationalité. Alors qu'avec les émotions, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement facile pour quelqu'un qui a des prédispositions à être un leader, même si il fait prendre à la foule des positions qui sont complètement irrationnelles. Il n'y a aucun problème avec ça, tant que l'émotivité et la suggestion passent. D'ailleurs, pour les suggestions, Gustave Le Bon insiste sur le fait que la répétition est très importante et que pour les foules, la répétition avec conviction, émotion et sentiment, eh bien la répétition va vite devenir une vérité, quelle que soit la répétition, quelque illogique que soit la répétition, il suffit de répéter quelque chose pour que cela devienne très rapidement vérité pour la foule. Il nous dit également que les meneurs et les leaders de foule doivent bénéficier d'un prestige. Il nous parle par exemple de Napoléon et il nous dit que les meneurs d'hommes bénéficie d'un prestige, alors que ce soit un prestige hérité d'une famille, vous venez d'une bonne famille, vous êtes un noble ou vous êtes quelqu'un d'important, ou bien un prestige que vous avez gagné. Est-ce que vous l'avez gagné peut-être par votre art oratoire? Est-ce que vous l'avez gagné par la réussite dans votre vie? Est-ce que vous l'avez gagné en faisant quelque chose qui est pour la foule héroïque? En tout cas, le prestige est quelque chose de très important pour les foules, pour qu'elles écoutent vos suggestions, qu'elles entendent, pour qu'elles prêtent une oreille à votre discours et à ce que vous dites. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, Gustave Le Bon nous donne un passage que je vais vous lire et qui est également très intéressant, qui nous dit « Malmenez les hommes tant qu'il vous plaira, massacrez-les par millions, amenez invasion sur invasion, tout vous est permis si vous possédez un degré suffisant de prestige et de talent nécessaire pour le maintenir.
Il suffit cependant d'un signe de faiblesse ou d'une moindre réussite pour faire vaciller l'ascendant du prestige sur les âmes de la foule. Donc Gustave Le Bon va nous parler de tout un tas d'autres points également. Il va par exemple nous expliquer un point qui est, je trouve, extrêmement intéressant, c'est que, eh bien, à chaque fois qu'il y a une révolution, ce n'est pas tellement en fait que les gens aient un esprit révolutionnaire à ce moment-là, c'est tout simplement que des croyances ou des idées, en tout cas les idées d'un temps, d'un peuple, sont en train de mourir et les révolutions font tout simplement émerger de nouvelles croyances, de nouvelles idées et de nouvelles mœurs, mais en tout cas, tant qu'une idée, tant que des croyances et tant que les croyances d'un peuple ne meurent pas, il n'y aura pas de révolution en fait. Donc, c'est bien par les idées, c'est bien par les croyances et c'est bien par ce point-là que les révolutions commencent. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on arrive à comprendre en tout cas en lisant ce passage, dont je veux bien vous lire un extrait d'ailleurs. Le jour précis où une grande croyance se trouve marquée pour mourir est celui où sa valeur commence à être discutée. Toute croyance générale n'étant guère qu'une fiction ne saurait subsister qu'à la condition d'échapper à l'examen. Gustave Le Bon nous rappelle également que la seule manière en fait de guider une foule pour un leader, c'est également d'être la personne qui va être un modèle pour eux et pas seulement quelqu'un qui argumente bien et qui palabre bien, ça ne suffit pas. Les foules suivent des modèles et n'écoutent pas des argumentations. Il y a aussi à la fin de l'ouvrage tout un pan qui est intéressant, c'est qu'après nous avoir décrit la psychologie des foules, eh bien Gustave Le Bon nous explique comment à nos époques démocratiques, eh bien la foule prend le pouvoir sur le politique, prend le pouvoir sur le religieux, prend le pouvoir sur tout. Et à quel point ça peut être dangereux parce que, comme on l'a vu, eh bien la foule n'a pas beaucoup de rationalité et la foule est plus agie par des émotions que par autre chose. Et on le voit bien aujourd'hui à notre période démocratique où on est après la mort de Gustave Le Bon. On voit bien qu'aujourd'hui c'est la foule qui a pris le pouvoir. Gustave Le Bon le décrit déjà dans son livre, mais on le voit encore de manière plus saillante aujourd'hui, c'est que les politiques ont peur de la foule, ils ont peur de l'électeur, ils ont peur de l'électorat. Aujourd'hui, il y a des sondages pour savoir, voilà, pour reprendre un élément d'actualité, aujourd'hui, on a des sondages pour savoir si les Français vont accepter un nouveau confinement. Si on veut prendre une direction, si un leader d'une nation, si un politique veut prendre une direction, nous dit Gustave Le Bon, normalement, il n'a pas forcément à se soucier de son peuple à tel point qu'il devrait avoir peur des foules. Évidemment qu'il faut écouter son peuple, évidemment qu'il faut entendre l'élite intellectuelle de son peuple et évidemment qu'il faut entendre toutes les voix, même si ce ne sont pas des élites. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est la foule qui décide de tout. Et la foule, eh bien, c'est pas forcément, comme on l'a vu encore une fois, une entité qui est extrêmement rationnelle et une entité qui va nous emmener vers quelque chose d'intéressant au niveau rationnel. Donc, c'est extrêmement dangereux. Gustave Le Bon le notait en 1930. On voit aujourd'hui que c'est encore, je trouve, moi, en tout cas, hyper actuel. Et donc, du coup, la liberté, eh bien, qu'est-ce que c'est? La liberté, c'est savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et est-ce que c'est réellement selon nos désirs, selon ce qu'on a envie de faire, selon ce qu'on a décidé nous-mêmes, selon ce qu'on a dessiné nous-mêmes au niveau de nos aspirations, au niveau éthique et au niveau du chemin de vie qu'on a envie de prendre. Mais pour cela, ça demande beaucoup de déconstruction, ça demande de l'investigation. C'est-à-dire que vous allez devoir investiguer toute votre vie sur pourquoi vous faites telle ou telle chose. Ça peut paraître extrêmement lourd, mais c'est en fait tout simplement une manière de fonctionner qui devient automatique avec le temps. Vous allez d'abord, à un très jeune âge, j'espère pour vous en tout cas, si vous ne voulez pas être aliéné, déconstruire tout ce que vous avez été, puisque l'être humain est d'abord aliéné parce qu'il est un enfant, parce qu'il est formatable, donc formaté. Le premier formatage qui est très souvent un formatage bienveillant, mais pas toujours, et même quand il est bienveillant, il peut se tromper, mais ça s'appelle l'éducation des parents, c'est le premier formatage qu'on subit. L'éducation, c'est le premier formatage qu'on subit. On doit interroger ce formatage, on doit interroger l'éducation qu'on a reçue pour savoir si c'est réellement ce qui correspond à nos désirs, réellement ce qui correspond à l'éthique et à la morale à laquelle on a envie d'obéir, et si c'est réellement dans cette éducation nos aspirations qui ont été représentées, et si réellement ce qu'on fait, on le fait parce qu'on décide et parce qu'on veut le faire, ou parce que notre éducation, en fait, nous a incité à avoir la vie qu'on a et à marcher dans la direction dans laquelle on marche. C'est ça qui est intéressant.
Et c'est comme ça qu'on va récupérer un petit peu de liberté. Mais la liberté, c'est pas non plus faire ce qu'on veut. Par exemple, obéir aux lois de son État, ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas de la servitude. Spinoza nous le rappelle dans son traité théologico-politique, c'est que l'homme étant un animal social, l'homme à l'état de nature ne se soucie que de l'agrandissement de sa puissance et de son pouvoir. Donc ce serait la loi du plus fort s'il n'y avait pas de loi. Et on ne serait jamais en sécurité et on serait sans arrêt en train de se battre. On comprend bien qu'un groupe humain qui vivrait sans aucune règle et sans aucune loi ne pourrait pas développer des concepts intellectuels, on ne pourrait pas faire de la science, on serait occupé à survivre, on serait tous occupés à survivre. Et puis les lois dans un pays démocratique, on participe à se les donner. Alors aujourd'hui, il y a tel ou tel dysfonctionnement, je ne vais pas faire une analyse du système politique actuel, mais en tout cas, dans une démocratie, autant que faire se peut, on est quand même les acteurs des lois qu'on se donne à nous-mêmes. Donc on va donner en fait notre force, on va donner notre puissance d'action, en tout cas une partie, à notre État pour qu'il fasse respecter les lois qu'on se donne à nous-mêmes. Puisque parfois, pour notre propre bien, pour notre propre émancipation, il faut se donner des lois à soi-même. Je vous donne un exemple un peu plus concret et un peu plus évident en fait que les lois d'un État. Si je participe à un apprentissage, par exemple, à une formation, je veux être formé pour, par exemple, être menuisier. Voilà, je veux être menuisier. Si je veux être menuisier, il va falloir que j'écoute les règles de mon maître d'apprentissage ou de mon maître de stage, parce qu'il va m'apprendre, lui, à être un menuisier, mais pour pouvoir arriver à être menuisier, puisque c'est mon aspiration, c'est ce que je souhaite, il va falloir que j'écoute le menuisier et que je suive les règles qu'il m'indique et que je travaille selon les règles qu'il m'indique. Pour que j'aie la liberté, moi, d'aller jusqu'à l'aspiration qui est la mienne de devenir menuisier. Même si sur le moment, quand il va me donner des règles et des horaires de travail, je préférerais aller dans mon salon, me mettre un bon film Netflix et le regarder. Eh bien, on voit que parfois, les règles sont importantes pour s'émanciper ou pour acquérir une liberté qui est peut-être une liberté un peu plus lointaine, une liberté qui va nécessiter, en fait, pour l'acquérir, eh bien, de respecter certaines règles. Dernier facteur d'aliénation dont je voulais te parler, c'est la violence symbolique, c'est-à-dire la légitimité en fait des productions intellectuelles. C'est le fait en fait tout simplement qu'il y ait des gens qui sont légitimes, qui sont légitimés par le système dans lequel on vit, pour avoir une production intellectuelle, et quand ils ont une production intellectuelle, cette production intellectuelle n'est jamais questionnée, puisqu'ils sont dans une classe qui est légitime pour avoir une production intellectuelle, et que tout ce que pourrait dire quelqu'un d'une classe inférieure, eh bien, n'aurait absolument aucune raison de contredire, en fait, ce qui a été produit par la classe supérieure. Parce que, en fait, la classe supérieure a la légitimité intellectuelle et quand elle produit quelque chose, eh bien, elle produit forcément la vérité et elle produit forcément, au niveau intellectuel, quelque chose qui est meilleur que la classe inférieure. Au niveau des productions intellectuelles, on voit bien aujourd'hui, par exemple, que un simple ouvrier, en fait, qui va produire une critique de telle ou telle entreprise ou de telle ou telle manière de fonctionner dans la société, on va lui dire non, mais attendez, vous comprenez pas, vous saisissez pas tous les enjeux, vous comprenez pas comment ça fonctionne, laissez-nous penser, nous on sait que ils vont utiliser des grands mots, et en fait, si vous voulez, il y a une classe, les intellectuels français, les élites françaises, nous dit-on, il y a des classes qui sont légitimes pour produire telle ou telle réflexion intellectuelle et vous n'avez pas à les discuter puisque vous n'êtes pas, vous, intéressant de par la classe dans laquelle vous êtes et vous n'êtes pas légitime, en fait, à être intéressant, même si vous produisez intellectuellement des choses qui peuvent être très intéressantes. Vous n'avez pas la légitimité, on ne le regardera pas. Ça s'appelle la violence symbolique. Cette violence symbolique s'applique, par exemple, entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que Pierre Bourdieu nous le montre dans la domination masculine, par exemple, que on est dans une société qui va valoriser les valeurs et le système de valeurs masculin plus que le système de valeurs féminin. La violence symbolique peut être aussi un facteur aliénant en religion. C'est-à-dire que la production intellectuelle, cette fois, ça va être les savants de l'islam. Combien de fois on a écouté ça? Les savants de l'islam, les écritures pour les chrétiens, les savants pour les autres religions. Chacun a ses savants. Et quoi que vous puissiez dire, vous n'avez, vous, pas la légitimité. Et par exemple, en islam, puisque c'est l'islam que je connais le mieux,
eh bien si vous n'êtes pas un savant de l'islam, si vous n'êtes pas islamologue, vous n'êtes pas légitime à critiquer l'islam et vous n'êtes pas légitime à avoir un rapport critique au texte parce que vous n'êtes pas une personne qui fait partie des grands savants de l'islam et du coup vous n'avez aucune légitimité. Et si vous n'êtes pas musulman, alors là c'est encore pire. On va parler d'un concept en fait qui a été mis en lumière par Pierre Bourdieu, ça s'appelle la violence symbolique. Voilà, donc je trouve que c'est un concept qui est assez intéressant et puis qui est assez important à connaître quand on veut parler un petit peu de sociologie ou quand on veut comprendre un petit peu les rapports de force dans une société. Donc je me proposais aujourd'hui d'essayer d'expliquer un petit peu simplement ce qu'est la violence symbolique et comment elle se matérialise dans notre vie quotidienne. Allez, c'est parti. Et donc la violence symbolique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement des violences qui extorquent des soumissions à des personnes sans même que ces personnes ne perçoivent la soumission, puisque en fait ces violences symboliques s'appuient sur des croyances collectives et sur des croyances socialement inculquées. Donc comme exemple de croyances collectives ou de croyances socialement inculquées, on pourrait trouver par exemple les femmes ne savent pas conduire, on pourrait trouver par exemple les noirs, eh bien ils sont pas très intellectuels, sont plutôt des gens qui sont doués pour les sports extrêmes, pour les sports voilà, qui réclament des besoins physiques. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver également comme autre exemple de violence symbolique? On pourrait également trouver que souvent les prolétaires, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont de classe sociale plutôt basse, sont des personnes qui sont moins intelligentes que les autres, qui donc méritent leur place. Donc c'est ça qui est bien dans la violence symbolique, c'est qu'en plus ça légitime pour les dominants, ça légitime le fait que ils sont à leur place de dominants et que les dominés eh bien sont également à leur place de dominés. Ce qu'il faut retenir, c'est que la violence symbolique, c'est une violence qui permet de légitimer et de garantir l'ordre social. C'est-à-dire que les dominants arrivent à légitimer toute leur production intellectuelle, artistique, etc. Par cette fameuse violence symbolique, et donc ils sont à leur place puisque les croyances collectives et les croyances socialement inculquées expliquent que s'ils sont à leur place, c'est qu'ils sont forcément meilleurs, c'est qu'ils ont plus travaillé, c'est qu'ils sont plus intelligents, plus beaux, etc. Et donc du coup ça légitime un ordre social et du coup ça évite aux dominants d'utiliser la force physique et la vraie violence, la violence physique pour pouvoir maintenir l'ordre social. Et du coup, même chose pour les dominés, ils acceptent cette violence, ils ne l'aperçoivent même pas pour beaucoup, très souvent, et donc du coup, ça permet aux dominés d'accepter la domination sans avoir à lutter physiquement ou intellectuellement contre, puisque tout cela serait légitime. Et donc du coup, les dominants maintiennent les dominés dans une position d'infériorité à tous les niveaux, infériorité intellectuelle, infériorité physique, infériorité au niveau de l'apprentissage, etc. Une infériorité, comme on l'a dit, purement fictive. Bourdieu va même jusqu'à dire que les dominants sont des êtres qui perçoivent et que les dominés sont des êtres perçus. Et donc du coup, comme par enchantement, l'ordre social apparaît et pour les dominants et pour les dominés comme quelque chose de clairement naturel, qu'il n'y a plus à discuter et qui est, vous savez, cette fameuse méritocratie. Voilà. Donc chacun est à sa place, à la place qu'il mérite. Voilà, on va vous prendre un contre-exemple, on va vous le brandir chez les dominés pour vous montrer qu'un dominé peut devenir dominant, sachant que ça n'arrive pratiquement jamais et que c'est simplement un exemple, un contre-exemple qui vient appuyer une règle en place. Donc c'est à ça que sert la violence symbolique, c'est tout simplement à légitimer et à rendre naturel un ordre social qui est pourtant socialement construit. Et donc dans la société, dans la conduite d'une société, la violence symbolique permet aux dominants tout simplement de faire accepter leurs avis, leurs arguments comme des arguments objectifs, comme les arguments. Il n'y a pas à en discuter. Quand la classe dominante donne des arguments, ce sont les arguments, ce sont les arguments empiriques. Il n'y en a pas d'autres. Tout autre argument qui viendrait d'une autre classe que la leur sont forcément des arguments qui seront dépréciés, qui seront qualifiés soit d'utopiques, soit de complètement hors de la réalité, etc., sans même les regarder de plus près. Et donc malheureusement, ces croyances collectives que nous imposent les dominants ont tendance à faire en sorte que les dominés n'ont même plus d'autre grille de lecture que celle des dominants pour pouvoir analyser la réalité et analyser les problèmes qu'ils rencontrent eux-mêmes dans leur vie de tous les jours.
Voilà, donc il ne faut pas voir la violence symbolique comme quelque chose qui serait de l'ordre du complot ou de la manipulation, voilà, une manipulation à grande échelle. C'est plus compliqué que ça. En fait, la violence symbolique, c'est simplement des croyances collectives qui sont acceptées et par les dominés et par les dominants. Et ces croyances collectives permettent de justifier l'ordre social. Et donc la violence symbolique, c'est quelque chose qui sert à cacher les rapports de force en fait qui sous-tendent les différentes classes sociales, les différents rapports sociaux entre les classes sociales. Et donc ça permet également de pacifier une société. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu les grandes lignes de ce qu'est la violence symbolique. Je vous recommande de lire par exemple La domination masculine de Pierre Bourdieu, qui est un livre qui rend compte de cette violence symbolique et qui explique beaucoup plus précisément que ce que je viens de faire ce qu'est la violence symbolique. Ceci dit, moi quand je vous explique un concept, c'est également pour prendre parti. Ici, c'est dire la violence symbolique, c'est quelque chose qui est utile puisque comme je vous l'ai dit, ça permet de pacifier une société et ça permet également de ne pas avoir des rapports brutaux entre les classes sociales puisque quand il n'y a pas de violence symbolique, il y a forcément de la violence physique. Donc ça a quelque chose de bon, la violence symbolique, comme par exemple dans une entreprise. Ce qu'on appelle la culture d'entreprise, par exemple, c'est ce qui empêche en fait d'avoir des rapports d'autorité du patron jusqu'à ses cadres, jusqu'aux personnes qui sont aux ordres des cadres. Ça permet de ne pas faire preuve d'autorité violente, que ce soit une violence verbale ou une violence physique. Voilà, la simple culture d'entreprise permet à tous ces gens-là de regarder dans la même direction. Là, la violence symbolique, ce serait plutôt ça, ce serait la culture d'entreprise. Donc c'est ce qui permet à tous ces gens d'avancer tous dans le même sens et dans la même direction, sans avoir... en ayant une hiérarchie, mais sans imposer cette hiérarchie par la force physique. Je vous donne cet exemple-là de l'entreprise pour que vous compreniez un petit peu quelle peut être l'utilité positive de la violence symbolique. Et donc du coup, il ne faut pas être dupe non plus des rapports de force qu'il y a entre les classes sociales dominantes et les classes sociales dominées. C'est important de les garder en tête et de savoir que, on peut entendre les arguments des dominés, c'est pas parce qu'ils sont dominés qu'ils produisent forcément des choses qui ne sont pas intéressantes ou qui seraient intellectuellement inférieures aux classes dominantes. Et puis on peut également regarder les productions des dominants parce qu'ils n'ont pas forcément toujours tort, mais quand on prend en compte leur production intellectuelle, il faut pas être dupe de leurs intérêts qu'ils cherchent à défendre, pas forcément de manière consciente, mais parce qu'ils adhèrent aux croyances collectives qui légitiment l'ordre actuel de la société. Et puis il faut pas être dupe également de la violence qu'il y a et puis des rapports de force qu'il y a avec les classes les plus dominées. Pour récupérer de la liberté, Étienne de la Boétie nous dit qu'il faut en fait tout simplement être résolu à ne plus servir et nous voilà libres. Alors ça paraît simple comme ça. Mais que nous dit Étienne de la Boétie quand il nous dit cette phrase qui sonne comme une conclusion en fait? C'est tout simplement qu'en fait, chaque personne qui est légitime, chaque légitimité à laquelle on obéit, chaque tyran auquel on obéit, ça va être des chefs d'État, ça va être des guides religieux, ça va être des gourous, mais voilà, quel que soit le tyran auquel on obéit, il n'est fort que parce que nous lui obéissons, il n'est fort que parce que nous l'aidons à asseoir et à appuyer son pouvoir sur d'autres. Pour savoir si nous sommes aliénés ou non, il faut interroger tous les moyens d'aliénation dont je vous ai parlé ici, mais c'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres moyens d'aliéner une personne. J'ai essayé de vous parler des principales dans cette vidéo, mais il faut déconstruire ce qui est en nous. Il ne faut rien prendre pour acquis et il faut toujours avoir un esprit critique extrêmement acerbe et extrêmement aiguisé. C'est le moyen d'être réellement sûr que nous ne sommes pas aliénés, qu'on n'a pas modifié notre état de conscience pour nous faire agir dans tel ou tel sens pour tel ou tel but qui serait différent de ce à quoi on aspire, de ce que l'on a envie de faire et de la vie que l'on a envie d'avoir. C'est très important de déconstruire tout ce qui a été construit dans sa vie au moins une fois. Je ne sais plus qui était le philosophe qui disait « Il faut au moins déconstruire une fois tout ce que l'on pense, tout ce que l'on croit, tout ce que l'on croit vrai, pour pouvoir à la limite réadopter certaines croyances après une analyse critique rationnelle et après être passé au filtre de notre rationalité et de notre entendement. Mais il faut au moins déconstruire
il faut savoir aussi penser contre soi-même. C'est pas simple de penser contre soi-même, mais il faut impérativement savoir le faire. Ça permet de vérifier que nous ne sommes pas aliénés et que nous sommes bien en phase avec nos aspirations profondes qui nous appartiennent à nous. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Commençons par parler de la thèse principale d'Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie postule de quelque chose qui est central dans le livre et qui est très important, c'est qu'aucune population, aucune nation, aucun peuple ne peut être asservi s'il ne consent lui-même en sa propre servitude. Ça paraît bizarre dit comme ça parce que on se dit de manière intuitive que personne ne peut consentir à sa propre servitude. Personne n'a envie d'être un esclave, personne n'a envie d'être réduit à l'obéissance, à l'esclavage, ou en tout cas de ne pas être maître de lui-même et de ne pas être maître de ce qu'on a envie de faire. Eh bien, ça paraît bizarre, et pourtant c'est ce qui est, et c'est ce que va nous démontrer Étienne de la Boétie via des thèmes centraux que je vais développer tout de suite. Les livres et la pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Alors le premier thème qu'aborde Étienne de la Boétie, c'est de dire comment est-il possible qu'un seul tyran, qu'une seule personne, puisse asservir toute une nation, asservir tout un peuple. Alors il nous dit, Étienne de la Boétie, tout simplement que c'est possible parce que les gens consentent en leur servitude. C'est-à-dire que les gens donnent l'autorité qu'ils ont sur eux-mêmes, cèdent la responsabilité et la souveraineté qu'ils ont sur eux-mêmes à un tiers. Et si une population entière fait ça, eh bien une population entière peut obéir à un seul. Parce que sinon, comment une population entière pourrait obéir à une seule personne? Étienne de la Boétie nous dit que le tyran n'a qu'une tête, 2 bras, 2 jambes. Il n'est pas plus fort que nous. Ou en tout cas, pas plus fort que toute une population. Imaginons que 1 gagne contre 5. C'est que c'est un homme fort. Imaginons que 1 gagne contre 10. C'est un homme vraiment très fort. Mais imaginons que 1 gagne contre des millions. Ça n'est tout simplement pas possible. Ça n'est tout simplement pas humain. Nous voyons donc ici que si une population, comme je l'ai dit précédemment, obéit, c'est qu'elle a envie d'obéir. Et pourtant, ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre, il était fait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il s'agit de ne rien lui arracher, mais seulement de ne rien lui donner. Et quelles sont les raisons pour lesquelles cette foule obéit? Eh bien, tout simplement, c'est que d'abord, le tyran sait s'entourer de tyrannos. Ce que Étienne de la Boétie appelle des tyrannos, ce sont des gens qui sont également des tyrans, qui profitent de ce que leur donne le tyran en termes de pouvoir, en termes de jouissance, en termes de matériel, et qui en échange donnent leur force aux tyrans. Donc ils cèdent eux aussi leur force, ils cèdent eux aussi leur souveraineté pour pouvoir aider à tyranniser le peuple. Et en fait, ça fonctionne de manière pyramidale comme ça, où vous avez une pyramide de personnes qui consentent à tyranniser celui qui est un peu moins fort qu'eux, celui qui est d'une classe inférieure. Et en fait, cette pyramide permet à un seul de contrôler toute une nation. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Mais à chaque étage de la pyramide, nous trouvons des personnes qui sont plus intéressés par ce que leur apporte la servitude plutôt que par ce que pourrait leur apporter la liberté. Et ce sont des personnes qui, à cause de cela, ont tendance à céder la souveraineté qu'ils ont sur eux, à céder leurs responsabilités et à céder l'autorité qu'ils ont sur eux-mêmes à un tiers. Il y a en l'homme une préférence pour la servitude volontaire parce que la servitude est confortable et qu'elle rend irresponsable. Étienne de la Boétie nous dit aussi que les tyrans ont besoin de recourir à des artifices pour pouvoir contrôler les masses, pour pouvoir contrôler sur une plus grande échelle. Et très souvent, eh bien, il va avoir recours comme artifice au pain et au jeu. C'est très connu, hein, il suffit juste de réactualiser cette proposition pour notre période actuelle, et ça marche tout le temps. Mais en tout cas, lui, Étienne de la Boétie, dans son époque, nous parle du pain et des jeux, et il nous parle également des religions. Il nous parle également d'idéologie. Voilà, mais les religions sont aussi un vecteur très important de soumission des peuples, d'aliénation des peuples, puisque votre pouvoir, eh bien, par exemple dans les monarchies, descendrait de Dieu. Donc là, quand vous êtes le représentant de Dieu sur terre, il n'y a pas plus légitime comme autorité, et il suffit qu'une population, ou en tout cas un nombre assez important dans cette population, croit vos dires, et vous avez un pouvoir extrêmement important. Pareil pour le pain et les jeux, si vous donnez à votre population de quoi se détendre,
et de quoi bien manger, il n'y a pas de problème, ils se rebelleront pas, ils seront soumis pour tous les autres aspects de leur vie, pourvu que vous remplissiez leur ventre sans qu'ils n'aient trop à lutter et sans qu'ils sentent trop la faim. Il suffit aussi de leur donner de quoi s'amuser, de quoi se divertir pour que leur vie leur paraisse intéressante et leur paraisse amusante et qu'ils continuent également à vous obéir tout le reste du temps. Pour les religions, eh bien, c'est souvent à la naissance que ça se passe. Vous naissez dans un royaume, vous naissez dans une communauté, dirait-on aujourd'hui, et vous avez telle ou telle religion et ça vous destine à obéir à telle ou telle règle ou à tel ou tel dogme. Et ça permet à un seul de contrôler beaucoup de personnes. La nature de l'homme est bien d'être libre et de le vouloir être, mais aussi sa nature est telle que naturellement il tient le pli de la nourriture qu'on lui donne. La première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Alors si on essayait de comprendre pourquoi les gens ne défendent pas plus leur liberté, alors que, comme nous le rappelle Étienne de la Boétie, même les chevaux ne cèdent leur liberté qu'après avoir longuement lutté. Et on voit que les êtres humains ne luttent pas beaucoup pour leur liberté, très souvent ils naissent dans des sociétés où ils sont soumis et ils restent soumis toute leur vie. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre ça? Eh bien, pour Étienne de la Boétie, ce qui nous permet de comprendre ça, c'est déjà que l'être humain a tendance à confondre son état de naissance et son état de nature. C'est-à-dire que quand un être humain vient au monde, ce qu'il trouve à sa naissance, il pense de manière intuitive que tout ça est naturel. Donc quand on est, par exemple, ici en France, et qu'on trouve le monde comme il est, eh bien on se dit que tout cela est naturel et que nous sommes naturellement libres puisque nous n'avons pas de point de comparaison, nous n'avons connu que ça. Alors après, si nous voyageons, nous pouvons éventuellement connaître d'autres choses et avoir des points de comparaison et commencer à être critiques. Mais si nous n'avons pas de point de comparaison, au tout début, nous commençons par croire, avant de pouvoir analyser en tout cas, nous commençons par croire que l'état dans lequel nous trouvons le monde et la société dans laquelle nous naissons, nous pensons que c'est la liberté elle-même. Cette fameuse maxime qui nous dit que, eh bien, si un oiseau a toujours été en cage, il est heureux en cage. Par contre, faites-lui goûter à la liberté et là, il voudra plus retourner dans la cage. Comme je vous l'ai dit, l'être humain trouve de l'intérêt dans sa servitude. Il aura du pain et des jeux, il aura une religion qui lui promettra d'avoir la vie éternelle après la mort si jamais il obéit bien à la religion et donc à son souverain. Il aura également du pain, il aura toujours de quoi manger s'il reste servile et s'il obéit. Et nous avons comme cela des gens qui sont transformés en chevaux, serviles, tout simplement parce que, eh bien, il leur plaît mieux d'aller à la gamelle qu'il aurait remplie chaque soir, il leur plaît mieux de rester servile et d'obéir pour esquiver les coups de fouet, plutôt que de prendre le risque de se battre pour aller conquérir sa liberté et éventuellement, eh bien, devoir conquérir, y compris sa gamelle, soi-même. Les semences de bien que la nature met en nous sont si frêles et si minces qu'elles ne peuvent résister au moindre choc des passions ni à l'influence d'une éducation qui les contrarie. Et puis au niveau de l'habitude, si au niveau de l'être humain, au niveau individuel, on peut parler d'habitude, et les habitudes sont rassurantes, on le sait tous, eh bien au niveau des civilisations, on peut parler de coutume, puisque la coutume est pour la civilisation ce que l'habitude est à l'être humain individuel. Et donc les coutumes, eh bien, sont aussi des vecteurs d'obéissance, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer des règles dans une civilisation pour qu'un peuple obéisse à ces règles, si bien qu'au bout de quelques siècles, ou même au bout de quelques années parfois, eh bien les peuples ne se demandent même plus pourquoi ils obéissent à telle ou telle coutume, ils obéissent tout simplement parce que c'est la coutume. Et comme c'est la coutume, il doit bien y avoir une bonne raison, et ceux qui ne se questionnent pas ont que faire des raisons, ils obéissent parce que c'est la coutume. Point. La soumission n'est pas affaire de puissance, elle est le produit de la peur. Ou encore, le principe de la servitude n'est pas physique, il est psychologique. Et puis il faut parler de ce ressort qui est aussi très très important dans la servitude des peuples, en tout cas au niveau individuel, c'est tout simplement que servir, eh bien ça rend de fait irresponsable. Et si vous êtes irresponsable, eh bien c'est jamais de votre faute. Vous pouvez critiquer le tyran qui ne sait pas gérer le pays, qui ne sait pas gérer la nation, qui ne sait pas gérer son peuple, qui ne sait pas gérer sa communauté. En tout cas, c'est toujours la faute du tyran qui est au-dessus de vous. Vous, c'est jamais votre faute. Le simple fait de critiquer votre tyran vous rend de fait vertueux parce que vous êtes irresponsable. La liberté, elle, est moins souhaitable pour les couards, nous dit Étienne de la Boétie, parce que la liberté rend responsable. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps, rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes.
Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même? Et donc, que peut-on conclure en fin de livre quand on a lu Étienne de la Boétie? Eh bien, on peut tout simplement conclure qu'un tyran ne peut tout simplement commander à une nation qu'en faisant peur à des gens autour de lui, qu'à des gens puissants autour de lui, qui eux-mêmes vont aller tyranniser d'autres gens autour d'eux, et ainsi de suite de manière pyramidale, comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un tyran ne commande jamais par la puissance intrinsèque qu'il a sur un peuple, parce que nous l'avons dit, un ne peut pas commander à des millions. Donc, les seuls moyens par lesquels un tyran commande à un peuple, c'est par la ruse, c'est par la peur, et par toutes les choses qui vous font obéir, comme nous l'avons dit, la religion, certaines idéologies qui peuvent s'assimiler aujourd'hui à des religions. En tout cas, c'est la manière dont on peut vous faire obéir. C'est la manière qu'a un tyran de vous faire obéir. Et ce qu'on peut dire, du coup, et ce qu'on peut déduire de tout cela, c'est tout simplement que, Étienne de la Boétie le dit clairement, pour arrêter d'obéir et recouvrer sa liberté, il n'y a pas besoin de lutter, il n'y a pas besoin de livrer de grandes batailles, de grandes révolutions, de grands combats. Il suffit juste d'arrêter de servir. Il suffit juste d'arrêter de mettre dans les mains d'un tiers sa responsabilité et la souveraineté que l'on a sur nous-mêmes. Étienne de la Boétie le dit clairement, arrêtez de servir et vous voilà libre. Et du coup, ce que je vais vous souhaiter et nous souhaiter, c'est de regarder la société dans laquelle vous vivez, ou la micro-société dans laquelle vous vivez, que ce soit votre entreprise, que ce soit votre nation, que ce soit votre famille, que ce soit votre club de tennis ou de poker. Regardez ça avec les yeux d'Étienne de la Boétie et cessez de vous tenir à genoux. Relevez-vous, tenez-vous debout. Vous n'avez pas besoin de propager la violence, vous n'avez pas besoin de propager la révolution, vous avez juste besoin de vous tenir debout, droit et de cesser d'obéir. Et puis dans cette dernière partie de la vidéo, eh bien, on va parler de la liberté de conscience. Alors souvent c'est un concept qui est bien appréhendé chez les personnes qui me suivent. Vous qui me suivez, vous savez ce qu'est la liberté de conscience, très souvent je le sais. Mais il y a des gens en fait qui ne sont pas abonnés, qui ne me suivent pas et qui passeront par là. Et je ne pouvais pas parler de liberté sans parler de la liberté de conscience. Regarde ça. Une république laïque, en l'occurrence la République laïque française, ne reconnaît pas le concept de blasphème. Point. Point. C'est pour garantir la liberté de conscience. Mais pas que la liberté de conscience des religieux. Souvent, les religieux, ils ont tendance à considérer que la liberté de conscience est leur propriété propre. C'est-à-dire que eux, ils ont le droit d'avoir leur conscience, mais ils renient par exemple à un athée le fait d'avoir une conscience. La liberté de conscience de l'athée, c'est aussi de vous dire qu'il ne croit pas en votre Dieu et que pour lui, c'est de la merde. Il a le droit de dire ça. Comme vous avez le droit de dire qu'un athée, son système de pensée est amoral. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous ayez le droit de le penser et de le dire. Et le problème est que lui, en face, il a le droit de penser et de dire que votre religion, c'est de la merde, et que ça vous apporte rien, et que ça n'existe pas. Parce que c'est sa liberté de conscience à lui. Et il n'y a pas que votre liberté de conscience qui existe. Et donc, comme je le disais, ceux qui veulent réintroduire la notion de blasphème dans l'espace public, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? En fait, ils prennent en otage leur liberté individuelle. Ils nous disent, c'est ma liberté, un petit peu comme on le voit aux États-Unis, c'est ma liberté de ne pas être vexé, c'est ma liberté d'être sensible, et c'est ma liberté, en fait, de faire en sorte qu'on ne puisse pas critiquer ma religion parce que ça me blesse. Petit oiseau blessé que je suis, ça me fait mal. Mais quand on critique un système de croyance, quand on débat, quand on est dans un pays démocratique, où la friction des idées est le sel de notre société. C'est ce qui l'a fait avancer. C'est cet esprit critique qui fait avancer notre société. C'est toutes ces idées qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent, et qui font émerger des idées, qui font émerger des concepts. Toutes ces choses qui font le sel de notre démocratie, on voudrait nous l'enlever au nom de la sensiblerie de quelques personnes. On ne fait pas du droit sur de la sensiblerie, on fait du droit sur de la rationalité, sur des faits, sur la protection des êtres, encore une fois, et pas sur la protection de croyances qui n'ont pas d'existence propre, ni juridique, ni factuelle, ni matérielle. Les croyances n'ont pas d'existence propre.
On ne peut pas faire du droit sur la sensiblerie des gens. On ne peut pas s'empêcher d'avoir un débat démocratique sur des idées parce que des gens sont devenus des fragiles. Vous comprenez bien que ça ne peut pas être un argument pour réintroduire le blasphème, pour réintroduire la notion de blasphème. Si vous êtes sensible, pardon, mais j'ai envie de dire, ça se règle chez le psychologue. Si vous avez du mal quand on blesse vos croyances, c'est qu'il y a un problème. Ce sont des croyances, et en l'occurrence, quand c'est des croyances sacrées, comme on l'a vu, enfin sacrées pour le croyant en tout cas, parce qu'elles sont sacrées pour le croyant, uniquement pour le croyant. Si vous avez un problème avec le fait qu'on critique vos croyances, c'est vous que ça regarde, c'est pas la société civile. C'est votre problème. C'est pas le problème de la société civile. On peut pas s'empêcher de dire ce qu'on pense, on peut pas empêcher les autres de dire ce qu'on pense de nos croyances, sous prétexte qu'on est fragile, qu'on est sensible. C'est comme si moi j'interdisais aux gens de critiquer Spinoza, puisque j'aime beaucoup la pensée de Spinoza, et pour moi c'est une des pensées les plus pertinentes qui existent, notamment en matière de religion d'ailleurs. C'est comme si je disais on ne peut pas critiquer Spinoza. Au nom de ma liberté individuelle, je refuse qu'on critique Spinoza, et je refuse qu'on critique le Dieu de Spinoza. Ça me blesse, ça me choque, j'ai mal. Vous vous rendez compte à quel point ce serait ridicule? C'est exactement le chantage que nous font les croyants. On nous dit oui, il faudrait pas trop critiquer les religions, il faudrait pas les insulter, par respect, par éducation, par morale. Alors déjà l'argument moraliste, on va le mettre directement de côté, pour les mêmes raisons d'ailleurs que le respect ou que l'éducation, c'est que tout cela est extrêmement subjectif. Si quelqu'un passe avec un t-shirt rouge, et pour moi, dans mon éducation, dans mon système de valeurs, dans mon système de croyances, porter un t-shirt rouge, c'est extrêmement irrespectueux. J'attrape le type, je le tue. Je le tue parce que porte pas de t-shirt rouge dans mon système de croyances. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas inscrire cette névrose qui serait la mienne dans le système légal d'un pays. C'est pour ça que quand on parle de droit, quand on parle de contrat social, de ce qu'on peut faire ou pas dans une société, on ne peut pas prendre en compte les susceptibilités de chacun. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre l'élément, l'argument plutôt, du respect, ou de la morale, ou de la susceptibilité, ou de l'éducation. Tout simplement parce que tout cela est extrêmement subjectif. En État démocratique, on se donne des lois à nous-mêmes en votant. En votant pour des gens, en votant pour des lois. On est d'accord ou pas avec ce système? On trouve qu'il dysfonctionne en ce moment ou pas. Mais c'est comme ça que fonctionne le contrat social. Alors si vous rejetez le contrat social, là c'est autre chose. Mais tant qu'on est en démocratie, on ne peut pas faire des lois sur le système de valeurs d'une seule personne ou d'une seule communauté. Vous comprenez bien, tout cela est extrêmement subjectif. Le respect, l'éducation, la morale, tout ça est très subjectif. J'aime bien cette citation qui dit « Si le monde était selon ton cœur, est-ce qu'il serait plus juste ?» Non, il serait simplement selon ton cœur. Est-ce que ta justice à toi est plus juste que ma justice à moi? Eh ben ça se règle dans le débat démocratique ça, à coups d'arguments. Pas à coups de larmes de crocodile et de sensiblerie. À coups d'arguments, à coups de faits factuels, à coups de rationalité, à coups de raisonnement, à coups d'arguments. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit dans le débat public, eh bien on peut en discuter, parlons-en. Mais on ne peut pas insulter des gens, on ne peut pas les accuser de racisme, on ne peut pas les accuser d'intolérance, on ne peut pas les accuser de quoi que ce soit, juste parce qu'on est un peu sensible, ou parce que dans notre système de valeurs, ça ne se fait pas. C'est ton système de valeurs. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, ça ne veut pas dire que c'est le mien, ça ne veut pas dire que tu as raison, ça ne veut pas dire que j'ai tort. Donc ces arguments du respect, de l'éducation, de la morale, de ça ne se fait pas, c'est pas un argument, c'est un non-argument en vérité. Après il y a également ceux qui nous disent que seul Dieu est plus haut que tout, les lois de Dieu avant tout. Eh bien cela j'ai envie de vous dire, mes amis, partez vivre en théocratie, parce qu'en République, au-dessus de tout, en tout cas, pour ce qui est du quotidien, pour ce qui est de la vie réelle, physique, pour ce qui est de ce que les religieux appellent le temporel, il n'y a que les lois de la République, il n'y a rien au-dessus. Et si vous voulez vivre en République, et si vous vous sentez bien en République, eh bien il faut vous faire à cette notion-là.
Sinon, il faut aller vivre en théocratie et être logique avec vous-même et être honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas profiter des bienfaits de la République en l'insultant et en lui chiant dessus et en lui contestant ce qu'elle a de plus cher de manière régulière. Partez vivre en théocratie. Vous serez logique avec vous-même, vous vivrez mieux. Les lois de Dieu seront au-dessus de tout. Alors vous verrez l'hypocrisie de cette conception, mais vous verrez l'hypocrisie de tous ces ventriloques de Dieu qui se réclament de Dieu et qui parlent en son nom, comme s'ils l'avaient au téléphone tous les matins. Mais au moins, vous le verrez de vous-même. Donc soyez cohérents. Partez, allez en théocratie. Voilà, écoutez les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné quelques éléments de réflexion. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, parce que ça permet de monter dans le moteur de recommandation YouTube et de faire connaître de plus en plus la chaîne. Et de toute façon, c'est déjà le cas, puisqu'on est véritablement de plus en plus nombreux, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pour ce soutien. Je vous remercie tous. Continuez, ça ne fera que monter de manière exponentielle et on sera toujours de plus en plus nombreux à réfléchir ensemble. Vous pouvez également partager la vidéo évidemment sur vos réseaux sociaux si vous pensez que ça peut apporter des éléments de réflexion à un débat qui vous paraît intéressant au sujet de la liberté évidemment. Et puis je remercie également ceux qui nous suivent en podcast, de plus en plus nombreux. J'avais un petit peu délaissé le podcast parce que vous n'étiez pas nombreux à me suivre et puis finalement eh bien on a pris 700 abonnés en très peu de temps. Ça veut dire que le format podcast est de plus en plus sollicité et donc du coup je vais y apporter un soin particulier en cette deuxième partie d'année 2022, c'est promis. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo pour de nouveaux livres, de nouvelles actualités ou bien de nouvelles réflexions.